Yes les amis, bienvenue dans le Coup Tordu, le 334e épisode du Coup Tordu. Dans le Coup Tordu, on vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés et ceux aussi qui nous rejoignent en plein Tour de France. Et on vous accueille, vous êtes les bienvenus, on est content de partager ce Tour de France 2025 avec vous, quel que soit le niveau de passion. En tout cas pour cette analyse et pour la preview de la 15e étape du Tour de France 2025, parce qu'on est là pour faire la preview de cette étape qui va amener les coureurs du côté de Carcassonne. Vous retrouvez le plus passionné des passionnés, Monsieur Thibaut, alias Latib. Ça va mon Thibaut ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien, encore plus quand Tadej Pogačar ne remporte pas une étape. Okay. Enfin. Est-ce que tu as apprécié sa petite séance de récupération, son petit training allure 0, allure 1 ? Il m'a fait quand même peur, j'ai envie de te dire. Quand tu vois Nils Politt et toute son équipe rouler, tu te dis oh putain de merde. Bon bah bien joué pour la 3e étape de montagne d'affilée, mais non. On a eu un valeureux qui a résisté tant bien que mal jusqu'au bout, et jusqu'au bout il lui aura fait la nique. Et moi, déjà bravo pour l'étape d'hier, Thibaut, parce que quand je t'ai demandé si t'as un pic échappé, tu m'as répondu. Fallait choisir dans des grimpeurs patentés, des grimpeurs de classe, et je t'ai choisi Timen Arensman. Voilà, donc tu m'as choisi Timen Arensman, et puis surtout sur l'analyse de l'étape d'hier. Alors effectivement, on rentre clairement en mode gestion pour Tadej. Alors Tadej aussi, quand il est en mode gestion, il a aussi besoin de faire des efforts. On l'a déjà vu par exemple sur certaines étapes, je crois que c'était sur l'UAE Tour, il s'emmerdait un petit peu, il sortait faire des fractionnés en fait. Voilà, il faisait ses fractionnés en sortant du peloton. Donc il a aussi besoin de maintenir un certain rythme d'entraînement. Donc je pense qu'on l'a mis simplement sur ses filières. On s'est complètement désintéressé de la victoire d'étape du côté des UAE. On l'a mis sur ses filières. On s'est dit bon allez gamin, aujourd'hui c'est séance tempo allure 1, allure 2. Tranquillement, on va te mettre un petit peu en mode récupération pour préparer la semaine 3 du Tour de France. Et puis ils ont géré du début à la fin. Et puis alors son interview quand il lui pose des questions sur Jonas Vingegaard. Alors Jonas il était fort, ouais il était fort. Bon là c'est le dîner de con, on est d'accord. Ouais, c'est la commedia dell'arte. Faut pas se mentir. C'est comme quand tu te dis oui, bon, écoutez, je sentais peut-être un peu moins bien, donc j'ai géré le truc à la fin pour j'avais pas suffisamment d'énergie pour m'embarquer dans un raid solitaire jusqu'à l'arrivée, donc j'ai attendu le sprint. Oui, ouais. La commedia dell'arte à Dota. Ouais. Parce qu'en plus d'avoir le vélo d'or, Tadej, à mon avis, on peut aussi lui donner un César ou un Gérard. Voilà, on va voir. Ça sera probablement un des deux. Thibaut, on va revenir donc sur l'actualité du jour. Alors encore une fois, excellent space juste avant le coup tordu. Allez mater ça. Un big up à Brice, à la soquette légère. Donc voilà, c'est un space que vous retrouvez sur X, sur Twitter, où tu participes avec le célèbre James, un journaliste belge très très pointu. James a évoqué différentes raisons pour l'abandon de Tadej. Allez, en 3-4 mots, je te laisse un petit peu résumer d'après lui. Non, de Remco. De Tadej, n'importe quoi. T'es le mec qui a pas suivi l'étape, qui se réveille, tu vois, genre il a eu une anesthésie ou un truc. Quoi, Tadej a abandonné. Non, mais en vrai, de Remco. Résume-les toi-même, ce sera plus simple, et puis va plus en profondeur sur ce que tu me disais. Ouais, en gros, il y a tout un mélange. C'est déjà... Déjà, le Tour de France est mal enclenché. Première étape, il prend la cassure à Lille. Donc, il était quasiment dans le mauvais sens depuis le départ. Même le chrono qui remporte, il s'attendait à mettre une addition un petit peu plus importante à Tadej Pogačar. Hier, il y a l'humiliation de se faire doubler par Jonas Vingegaard, parce que ça, c'est quelque chose qui vit très très mal sur le contre-la-montre. Son exercice de prédilection, voilà, il y a une image où il fait qui fait le tour du monde, où il se fait remonter par Jonas. Alors après, j'ai pris le truc en cours de route. Est-ce qu'il a évoqué, pour moi, ce qui est la raison principale, la préparation hivernale? Peut-être une petite mention, mais c'est vrai que c'est surtout l'aspect psychologique où l'enchaînement des défaites, Liège-Bastogne-Liège, c'est pareil, c'était pas ouf, c'est l'enchaînement des mauvais résultats avec un hiver un peu tronqué qui fait que le mood est pas là et qu'il est atteint aussi autant physiquement que psychologiquement.
Ouais, parce qu'on rappelle quand même depuis l'hiver, donc grosse blessure, pas de préparation foncière. Alors j'en discutais un petit peu sur les réseaux sociaux en privé, et puis j'allume RMC en allant faire 2-3 courses et j'entends Jérôme Coppel et Jérôme Pinault qui étaient en train d'expliquer ce que j'étais en train de dire dans des messages privés sur les réseaux sociaux. Donc bon, ça m'a fait plaisir d'avoir mais Jérôme Coppel, on a quand même souvent très souvent le cerveau connecté avec Jérôme Coppel. Mais oui, c'est évident que la base dans les sports d'endurance, c'est la préparation hivernale. C'est évident que c'est la fondation. Si demain Tadej se chope un virus et qu'il zappe entièrement la préparation hivernale, alors je dis pas qu'il va pas gagner, mais il sera moins fort. Martin Fourcade, une année, a eu une saison où il avait été plombé par une mononucléose. Lui, il n'avait pas eu de préparation estivale, parce que pour les sports d'hiver, c'est l'inverse, hein. Les fondations, tu les portes l'été. Bah, ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être un petit peu plus poussif. À un moment donné, il l'avait payé. Donc ça, la base du game, elle est là. Et puis bon, bah forcément, il a de l'ego, ça l'énerve, il est pas là où il voudrait être, et puis à un moment donné, dans la tête, ça lâche, hein, tout simplement, quoi. Ouais, et puis c'est un coureur qui, mine de rien, est très sollicité. Alors, il peut dire ce qu'il veut, hein, que peut-être les réseaux sociaux ne l'atteignent pas, qu'ils ne regardent pas, mais ils le font tous. Et au final, ça doit l'atteindre, parce que les critiques sur Remco Evenepoel, elles sont constantes. Les attentes, elles sont énormes. Et nombreux sont ceux sur les réseaux qui se déchaînent sur lui à la moindre au moins contre-performance et à la moindre petite claque donnée par des aliens, littéralement par des aliens, des mecs qui sont au-dessus de lui, mais qui sont au-dessus du monde entier. Et ça, il peut dire que ça ne l'atteint pas, mais bon, quand tu vois ses posts Instagram et les petits trash talk qu'il donne à ses haters dès qu'il a l'occasion, dès qu'il fait un résultat, tu sais très bien qu'il y porte une attention, et que honnêtement, psychologiquement, ça fait partie d'un point d'impact aussi chez Remco Evenepoel, faut pas se mentir. Est-ce que tu ouais, non, mais c'est intéressant tout ça, mais est-ce que tu penses, parce que on sait que Wout van Aert aussi a été atteint par moment, est-ce que tu penses véritablement, on va dire que la presse ou le public, pas belge, hein, flamand, hein, parce que flamand, c'est encore un niveau supérieur à la Wallonie. On sait que la Belgique, c'est voilà, dans le Brésil il y a le foot, et dans le vélo il y a la Belgique, hein, c'est probablement le pays dans le monde qui a la culture vélo la plus forte. Alors après, il y a aussi une dose de chauvinisme qui parfois on va dire dépasse un petit peu la raison, mais est-ce que tu penses aussi que c'est un petit peu le même genre de pression qui a pu par moment un peu envoyer des choses un petit peu limitantes, un petit peu ce qu'a subi Wout, ou on est sur un petit peu autre chose? Peut-être sur la même chose, et peut-être même pire avec Remco Evenepoel, parce qu'il faudra rembobiner un peu et dire que les critiques, elles sont aussi sur sa vie privée. Oui. Pour ceux qui ne le savaient pas, Remco Evenepoel a dit quand même que le pilier dans sa vie et dans sa reconstruction mentale a été sa femme et sa reconversion. Que sa femme est de confession musulmane, et que lui a trouvé un peu la paix aussi dans cette religion. Donc ça n'a pas plu à une partie de ses suiveurs, ça n'a pas plu à une partie de la communauté. Ils aiment bien lui rappeler par moment, alors que ça reste de l'ordre de son intime, et faut le respecter. Mais ça, malheureusement, bon, c'est un sujet qui est un peu plus complexe et un peu plus extra-sportif. Mais ça pèse aussi sans doute sur Remco Evenepoel. Honnêtement, maintenant, il faut le laisser se reconstruire. Peut-être ça va être une année un peu plus difficile, mais bon, il y a l'année prochaine. Là, il va vivre une fin de saison, mais on n'attend pas grand-chose pour que la saison soit rattrapée de Remco Evenepoel. Il faut qu'il ait un grand résultat sur un événement majeur. Une Vuelta, ça semble impossible. Un mondial, honnêtement, que ce soit en chrono ou en ligne, ça semble très compliqué. Un Lombardie en chrono, oui. Présence. En chrono aussi. De quoi? Le mondial en chrono. Non. Bah si. Mais t'as vu le chrono? Ah non, j'ai pas vu le parcours. T'as vu le profil? Non, ça j'ai pas vu. C'est 100% montagneux. Ah bah, les championnats d'Europe. Il est foutu. Bah oui, mais les championnats d'Europe, c'est un petit lot de consolation. Mais est-ce que c'est de l'ordre de rattraper une saison pour Remco Evenepoel? Non. Non,
c'est un très gros événement qu'il lui faut, et les très gros événements vont être trustés par des coureurs qui sont meilleurs que lui, et globalement par Tadej Pogačar. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc honnêtement, sa saison ne sera pas rattrapée. Rendez-vous à l'année prochaine pour Remco Evenepoel, j'ai envie de te dire. Et il ira chercher peut-être un résultat ou deux en fin de saison, mais ça rattrapera pas sa saison. Et de toute façon, il y a d'autres choses qui vont arriver pour lui. De ce que j'avais lu, je sais pas si c'était, j'ai pas retrouvé la news sur un média correct, mais à un moment je l'avais vu flirter comme quoi Oumi avait dit qu'ils attendaient leur premier enfant. Oui, vérifier. Je crois que c'est vrai. Mais du coup, voilà, ça va être quelque chose qui va le recentrer aussi, et là où il va pouvoir puiser en lui, j'ai envie de te dire, et puiser du positif. Ouais, bah on est raccord là-dessus, hein. J'allais enchaîner sur ça. Donc en gros, effectivement, bah tu confirmes. Moi, ce que je pense, c'est que Remco, et ça date pas de son annonce à sa conversion à l'islam, c'est qu'il a une partie de la fachosphère sur la gueule, voilà, de manière très claire. Je reviens à ma théorie de l'hiver dernier avec sa fausse histoire de cocufiage qui était totalement fake, totalement inventé. Moi, c'est mon intime conviction. Je peux me planter, mais je pense que c'est un coup monté de la fachosphère. En tout cas, on sait précisément qui sont les gens qui en veulent à Remco, et on lui laisse absolument rien passer. Et maintenant là, enfin ces gens-là, moi je lui laisse passer plein de trucs, hein. Il y a pas de, moi j'ai pas de souci avec Remco, mais voilà, ces gens-là ne lui laissent rien passer. Et donc effectivement, la suite, il y a probablement une arrivée à la Bora. Bon voilà, tout le monde l'annonce là-bas, c'est quasi acté. Une paternité qui pourrait arriver, voilà, si c'est confirmé au début de l'année 2026. On sait que chez les coureurs, bah, très souvent il y a un bonus paternité, hein. Qui c'est qui a gagné encore il y a pas longtemps une course juste avant le Tour de France où il volait, il venait d'être papa. Il y a un coureur qui est sur le Tour et il a dit, c'est vrai, quand on est papa on a des ailes. Ah, il y en a. Il y en a un, ouais. Il y a pas longtemps. Mais... Ouais, il a confirmé. Bon, on va retrouver. Mais voilà, il y a tout ça. Et puis moi. C'est Danny Van Poppel. Danny Van Poppel, exactement, quand il a été chercher son titre de champion des Pays-Bas. Et moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, si le transfert à la Bora est confirmé, moi, ce que je trouve intéressant à la Bora, c'est Pachi Villa. On sait que Pachi Villa, donc, qui s'occupe globalement de tout le sportif, de tout le pôle sportif à la Bora, Pachi Villa, ça a été l'entraîneur de Peter Sagan dans ses meilleures années, et c'est aussi quelqu'un qui a fait du bon travail à la Movistar, hein, parce que la Movistar, quand il est arrivé, c'était pétard et feu d'artifice. Il a quand même vachement recadré tout ça, et c'est un immense passionné, c'est un grand tacticien, c'est quelqu'un qui sait développer les coureurs. Donc moi, je suis pas pour dévaloriser le travail de la Soudal, hein, pas du tout, mais moi je suis pressé de voir ce que peut donner Remco entre les mains de Pachi Villa, avec des nouvelles méthodes d'entraînement, avec voilà, probablement de nouveaux entraîneurs, nouveau matériel. Donc voilà, je suis pressé de voir le Remco 2026, et il n'y a aucun moment où je l'enterre, encore une fois. Préparation hivernale tronquée, bon bah voilà, faut qu'il se repose un peu et puis qu'il reparte sur de nouveaux objectifs, et ça reste voilà, ça reste un grand champion. On peut ne pas aimer le caractère, mais on ne peut pas nier tout son talent et le fait que ce soit un des grands champions de ce peloton. Oui, il prend des fessées. Oui, il n'est pas toujours là au rendez-vous, et pourtant, regarde la taille de son palmarès à la fin de sa carrière. Je pense qu'il y aura pas à rougir, et bon nombre seront jaloux de ce qu'il a accompli. Oui, puis c'est une star. Voilà, et ce qu'il a accompli en compagnie de monstres. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, dans probablement l'une des générations les plus fortes de toute l'histoire. Thibaut, on va quand même, juste avant la preview de l'étape 15, avoir un petit mot pour quelqu'un qu'on a reçu dans le coup tordu. Quand même, il aurait fallu qu'on en parle un petit peu plus, on va parler un petit peu, mais Jordan Jegat, il régale, hein, quand même. Ah, le chaussette basse, là. Ouais. Il enquille, hein. Ouais. Ouais, non, il est on l'avait reçu dans le coup tordu l'hiver dernier, donc remonté, ça doit être vers les épisodes 225, 226 dans ces eaux-là. On avait fait un super épisode avec Jordan qui avait duré un petit peu plus d'1 heure. Voilà, donc vraiment un mec hyper sympa. Il nous avait débriefé sa première saison à la Total Energy. Il nous avait expliqué ses objectifs pour cette saison. Alors, le seul truc, hein, chez Jordan, donc il fait 29e du Tour l'année dernière, là il est aux portes du top 10. Je crois qu'il a encore un an de contrat chez Jean-René Bernaudot. Il est encore assez
jeune, hein, il a 25-26 ans, donc ça peut sentir dès 2027 un gros contrat quelque part s'il continue comme ça. C'est un mec qui va pas lâcher le game. Après, Jordan, il manque un truc, et c'est ce que tu lui avais dit, Thibaut, dans le podcast. Alors là, il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire. Il a toujours pas gagné en pro. Ah oui, mais c'est une anomalie. Ça va venir. Ouais, ça va venir, mais c'est une anomalie, mais ça va venir. Et puis quand il va t'en claquer une, honnêtement, je pense que ça va être une très belle. Ah oui, parce qu'en plus, il a une bonne pointe de vitesse, il fait souvent des bons sprints, il sait se placer. Voilà, j'arrive pas à expliquer encore avec le niveau qu'il a. Je ne m'explique pas. Bon, je pense que ça va venir forcément, mais il a des podiums, mais que ce soit à Nantes ou du côté de chez Jean-René Berdodo, il a toujours pas gagné. Il va peut-être faire un top 10 sur le Tour de France. Il a toujours pas de victoire professionnelle, mais ça va venir. Et pourquoi pas sur cette dernière semaine du Tour. En tout cas, en plus, il pourrait se contenter véritablement d'essayer de suivre les leaders, voilà, faire un petit top 12 tranquille pépère, le fameux top 11 de Jackie Durand. Mais non, en plus, il attaque, il agresse, il tente, il essaye, il monte du panache, et franchement, bravo Jordan. Thibaut, on bascule sur le parcours de cette 15e étape. C'est un parcours qui n'est pas assez difficile pour les leaders et qui voudront quand même un peu se reposer, hein. Après un triptyque pyrénéen et une étape qui est trop difficile pour les sprinteurs. Donc trop facile pour les grimpeurs, trop difficile pour les sprinteurs. C'est une étape qui est promise à une échappée, mon Serge Vincent. Est-ce que la météo, ça dit quoi, la météo? La météo, elle est intéressante parce que c'est sur le début, on va avoir quelques petites zones dégagées au vent, ce qui risque sur le départ de tendre le peloton, parce que si je te dis ça, c'est qu'on a un vent qui sera de nord-ouest, donc 3/4 d'eau et quelques portions de côté des fois, toute la journée. Et au-delà de ça, il sera de 19-20 km/h. Donc suffisamment puissant pour mettre une certaine tension. Mais il y a quand même très peu de zones dégagées, par intermittence au début, puis après c'est globalement couvert. Donc ça devrait mettre juste de la nervosité sur le départ et potentiellement quelques petites cassures, mais ça rentrera dans l'ordre. Et puis après, l'échappée prendra le champ. Mais là, du coup, ça devient intéressant au vu du profil et au vu de ce qui attend les coureurs dans le final. Parce que on a quelques petits vallons. Plus tu vas avancer, plus les difficultés vont être assez dures. Mais enfin, c'est vraiment la dernière difficulté répertoriée qui est monstrueuse, parce que c'est un mur de km 900 à 10,2%. Bon courage, faut le digérer. D'ailleurs, je t'ai fait la petite dédicace vu que le segment Strava s'appelle Mémorial Thomas Perroton. Visiblement, visiblement, c'est un petit segment pour un coureur du coin. Ouais, Thomas Perroton, donc, qui est champion paralympique et qu'on avait reçu également dans le coup tordu. C'était à l'hiver 2023. Il était venu nous parler de avec Rémi. Exactement, avec Rémi Fillon, donc célèbre speaker, Rémi qu'on embrasse évidemment. Et donc il était venu nous parler un petit peu de sa préparation paralympique, et derrière il a été chercher le titre, je crois, médaille d'or, médaille d'argent, il me semble, hein. Il a été chopé 2 médailles, et donc voilà, un mec incroyable. Il est policier dans la vie de tous les jours. Il avait eu il courait chez les Valides, hein. Il avait eu un accident qui l'avait couché en 2017 sur le Tour de Tahiti. Il avait fait 6 jours de coma, accident qui aurait pu lui coûter la vie, hein, tout simplement. Puis il s'est remis, voilà, il s'est remis, et puis il perf dans le handisport, et puis on le suivra, hein, Thomas Perroton, parce qu'il vise Los Angeles 2028. Voilà, un jour il sera une superstar de Paname à Los Angeles. Et donc voilà, donc on embrasse donc la fameuse côte, le fameux mémorial Thomas Perroton. Alors Thibaut, sur ce parcours, donc aujourd'hui on pensait que ça allait casser après le sprint intermédiaire, voire au col du Tourmalet. C'est ce qui s'est passé. Pour toi, à quel moment ça pète et à quel moment le bon coup va partir pour aller se jouer la gagne à Carcassonne? Pour moi, en fait, je pense honnêtement qu'en regardant le profil, les endroits où ça peut casser, théoriquement sur un parcours comme ça peut casser à peu près tous les endroits. Mais moi, je mettrais quand même un accent particulier sur le kilomètre 23. On va sortir de 2 petites bosses qui sont non répertoriées. On va arriver dans une descente pleine balle. Ça va faire une courbe sur la droite, et là, on va récupérer un vent 3/4 cul. Et avec l'effet de la vitesse, de la descente,
plus le vent 3/4 d'eau, pour moi ça pète à cet endroit. Il y a un groupe qui commence à partir là-dedans. Après on va rentrer dans on va alterner zones un peu boisées, zones exposées, avant de rentrer entièrement dans des zones entièrement boisées. Pour moi, les premières grosses cassures interviennent à cet endroit-là, et déjà la bonne peut être établie à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, on va dire, une échappée qui va jouer en 2 temps, c'est-à-dire un premier coup qui peut partir dans les endroits que tu viens de nous donner en début d'étape, et on va dire un deuxième coup qui pourrait partir, aller peut-être après le sprint intermédiaire, si Jonathan Milan arrive à se glisser dans ce groupe-là. J'ai envie de te dire qu'il soit présent ou non. Parce que si on arrive à ce sprint intermédiaire qui est au kilomètre quasiment 60, on peut tout à fait avoir un peloton qui se dispute la victoire, comme un gros groupe d'échappés qui prend direct de l'avance, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, faudra être très vigilant à ce moment-là, parce que en fait, ils vont faire le sprint intermédiaire, et puis après, tu t'arrêtes pas, en fait, t'en profites encore plus avec le vent favorable qui va te pousser. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une échappée en 2 temps, et même si l'échappée est établie avec un gros groupe, on peut déjà avoir une première scission dans ce groupe avec des coureurs qui en profiteront dans cette échappée. Est-ce qu'on peut dire que sur cette étape, il y a à peu près la moitié des équipes qui vont jouer leur Tour de France? Quasiment. Ouais, possible, parce qu'en fait, t'as une ouverture qui est vraiment très large, et une occasion qui est vraiment très franche, hein. Donc tu loupes cette échappée, honnêtement, t'as droit à 2-3 claques de ton DS. Ouais, ça va être une énorme bagarre, hein, clairement, celle-ci, pour la prendre, vu que la semaine prochaine il y a 2 étapes qui semblent déjà lock pour Tadej Pogačar. Après il restera peut-être l'étape 20. Enfin si, je pense que l'étape 20 ça sera un pic pour les échappés. Alors Thibaut, est-ce que pour toi on va arriver sur cette étape sur le fameux théorème Nicolas Fritsch, à savoir que à partir de maintenant, tous les coureurs qu'on va voir sortir et qu'on va voir à l'avant sont des mecs qu'on a déjà vus à l'avant. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce sont les plus forts. Lui, c'est l'expérience qu'il en a tiré chaque fois qu'il a fait un grand tour. C'est vrai, hein, plus on avance, plus c'est des mecs qu'on a vus, plus c'est souvent des noms qui se sont déjà imposés en grand tour. Donc c'est fort possible que ce soit un mec qui soit très fort, qui se soit déjà imposé sur un grand tour, qui refasse le coup, hein. Que ce soit un grand tour comme le Giro, comme la Vuelta, ou même un Tour de France, hein. Ça peut être quelqu'un qui double la mise sur le Tour de France, comme quelqu'un qui va chercher une victoire sur le Tour de France après avoir conclu déjà sur un autre des grands tours. Alors on va se faire un petit tour des équipes. Il semble évident qu'aujourd'hui Wout van Aert, il s'est on l'a pas vu du tout de l'étape, donc clairement c'est le favori des bouquins. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, les jeux d'argent sont interdits en mineur, et le conseil de coup tordu, c'est de faire du management de bankroll, hein. Si vous êtes un peu novice en paris sportif et que vous misez à droite à gauche, si vous avez des petites questions à poser là-dessus, moi je vous répondrai avec grand plaisir en message privé, mais ayez une gestion de bankroll saine, et ne vous mentez pas à vous-même, et puis on pourra refaire des petits épisodes autour de ça pendant l'hiver. Wout, clairement, est-ce que Wout l'a visé tout seul, ou est-ce qu'à ton avis, du côté de la Visma, on peut tenter d'en mettre plusieurs dans l'échappée? On va tenter d'en mettre plusieurs dans l'échappée. On l'a vu aujourd'hui, ils ont tenté d'en mettre plusieurs dans l'échappée. Le début d'étape, faudra voir comment ça se comporte dans le peloton, parce que ça peut être dangereux pour Jonas Vingegaard, mais sinon, faut tenter. Après, quel type de profil on laisse avec lui aussi? Quand on le voit, il y a quand même un mur dans le final. Est-ce qu'on tente quelque chose sur ce final avec des gros gaziers aussi? C'est possible. Moi, par exemple, je vais te le dire, hein, et plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Wout, on va lui laisser carte blanche. Est-ce qu'il est accompagné de Victor Campenaerts? Victor Campenaerts, très clairement, c'était mon favori. Mais en fait, plus j'avance et plus je me dis, est-ce que les Visma Lease a Bike ne tentent pas un truc dans le final, dans ce dernier mur, tu vois? Tu commences à accélérer et tout, et t'essayes de voir si tu peux piéger Tadej Pogačar, parce que s'il est un peu piégé, tu mets en route, avec le vent de dos, honnêtement, tu peux lui récupérer quelques secondes, parce qu'il aura du mal à rentrer. À toi, tu penses qu'on peut avoir une bagarre clairement pour le classement général? Une course dans la course. Ouais. Mais j'élude pas le cas d'un coup de traquenard dans ce
dans ce pas du sang. Ouais. Et des Visma Leasebike, on sait, ils sont en mode agression permanente sur Tadej Pogacar. Tadej Pogacar aujourd'hui a été un peu timide. Jonas Vingegaard a retrouvé de la couleur. Honnêtement, cette étape, qu'on a vécue aujourd'hui, elle est dommageable pour deux trucs. Le premier, c'est que ça va donner de l'espoir à Jonas Vingegaard, et on sait très bien qu'il n'y a plus d'espoir si on est réaliste. Mais vu que ça va lui donner de l'espoir, honnêtement, son équipe, qui aurait pu laisser potentiellement en troisième semaine plus d'occasions pour les échapper, peut être une tueuse pour les baroudeurs. Donc c'est dommageable aussi pour les baroudeurs. Ouais. Oui. Après, Après ce mur qu'il est quand même. Après, effectivement, si ça joue sur un saut de puce et qu'on met Kampenhardt et Van Aert à l'avant et que Jonas Vingegaard arrive à surprendre Poggi dans le pas du sang. S'ils ont un petit peu d'avance avec le vent d'eau, les UAE, tous eux qui sont. Ensuite, c'est une partie de descente, quasiment jusqu'à Carcassonne. On a une immense descente qui fait quoi, qui fait presque 30 bornes. Presque, et derrière, il peut globalement, ça peut être un endroit où il peut se faire piéger. Moi, j'ai lu absolument pas le cas du coup de Trafalgar dans le final au sein du peloton des leaders, même si l'échappée doit se disputer la victoire. Ouais. Attention, j'attends pas forcément une neutralisation complète. Donc, je me méfierais. Je me méfierais surtout avec le vice des Visma Leasebike. Est-ce que pour toi, le vainqueur de l'étape, est-ce que globalement on peut avoir un mec qui part en solitaire et en gros en haut du col de fond Bruno, le col, on sera quand même assez loin de l'arrivée, on sera presque un peu plus de 40 bornes de l'arrivée. C'est donc l'ascension qui suit l'ascension du pas de sang qui est très raide. Donc on fait l'ascension du pas de sang, donc 3 km à 9,2%. Donc là il y a de quoi faire de gros écarts, mais on ne redescend pas tout de suite. On continue jusqu'à un col non répertorié, le col de fond Bruno, qui sera le point culminant de l'étape. Est-ce que le vainqueur de l'étape peut être clairement le mec qui va passer en solitaire en haut du col de fond Bruno? J'encourage tous les DS à avoir un gazier devant et à faire cette manœuvre. Parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'un gazier est seul devant, surtout avec le vent de dos, déjà ça va filer très vite. Ça ne le freinera pas dans le final. Et lui, il sera en mode gestion de son effort complet, alors que derrière, en fait, ça va compter ses coups de pédale et les secondes, en fait, vont être gagnées au fur et à mesure. Et tu vas avoir 10 secondes, puis 20, puis 30, puis 1 minute. Donc, pour moi, ce type de profil se prête pas forcément à une décision en comité réduit, mais à une victoire en solitaire. Alors, il y a un nom qui revient, forcément, Ben Illy. Est-ce que pour toi, il fait 7e de l'étape aujourd'hui? Est-ce que pour toi, il en a beaucoup fait depuis le départ du Tour de France? Est-ce qu'il va avoir un marquage à la culotte? Le mur, ce fameux mur où ça pourrait jouer, c'est un mur qui est quand même totalement taillé pour ses qualités. Donc, il risque quand même d'avoir une grosse pancarte sur le fond. Il risque d'avoir une grosse pancarte sur le fond. Il faut peut-être un peu se ménager du côté de Ben Illy, qui donne énormément et qui commence à pêcher un peu en montagne. Et puis, le bon de sortie, il l'aura difficilement, parce que malgré tout, maintenant, il est 9e au classement général. Ouais, alors oui, il est encore à 6 minutes des Uno X, mais on va lui rouler dessus. Donc, je pense que la carte blanche allait donner plus à des coureurs comme Harry Sweeney, qui nous a montré une très belle forme et qui, lui, fait partie des profils qui peuvent s'imposer en solitaire. Du côté des Soudal, alors je vais juste faire une exception au théorème Nicolas Fritsch. Souvent, quand on voit un leader, tiens Thibaut, tu veux que je te raconte allez, je vais vous raconter à tous une petite anecdote. C'est vrai. Alors là, on va me prendre pour Serge le mytho. Mais je vous jure, celle-ci elle est vraie, et tellement j'avais le seum, je vous l'ai pas raconté. Sur l'étape du Giro, qui a été remportée par Carlos Verona. Donc on était un dimanche. Et c'était le lendemain, si je dis pas de conneries, de l'abandon de Giulio Ciccone. Et je savais pas trop si j'allais faire un podcast, pas de podcast, commence à regarder, je commence à faire ma playlist et je vois, tiens, je fais Carlos Verona 120, quoi. Vas-y, je vais faire un podcast. Et puis voilà, Verona ça colle en fait. Verona ça colle. En plus, il est sous les radars parce que souvent quand le leader s'en va, les books ne voient pas forcément le mec qui peut faire la blague. Et puis finalement, mon ordinateur ne marche pas ce soir-là. L'ordinateur marche pas et je le prends pas en fait. Et là, le lendemain, je fais allez, vas-y. Si j'arrive et que je le raconte, je vais passer pour Serge le mytho, quoi. Donc voilà pour la petite histoire de la victoire de Carlos Verona. Mais est-ce que un mec comme Maximilian Charman, qui était un petit peu à biberonner, qui faisait partie des mecs qui étaient là pour biberonner Remco,
Est-ce que Maxi, parce qu'un Maxi en forme, c'est quand même un profil qui lui correspond totalement. Ouais, mais est-ce que je crois à Maxi? Il a rien fait depuis le début du tour. Voilà, c'est ça. Il a rien fait. Ce sera pas le sens le plus aiguisé, honnêtement. Il peut être présent dans l'échappée, aller chercher une place. De là, le voir vainqueur, je pense qu'il fait partie des mecs qui se font piéger, honnêtement. Sur le sens tactique, je pense qu'il se fait piéger. Puis surtout, il va falloir aussi un peu de surnombre dans l'échappée. Ils sont plus que 6 à la Soudal. Parce que Pascal Encorn, lui, est très très en forme. Par contre, j'ai l'impression que ce mur de 3 bornes, il peut être un peu dur pour lui. Ouais, après, ça peut être dans l'anticipation, mais ouais, c'est pareil. Pascal Encorn, du mal à voir comment il peut gagner, malheureusement. Nelson Paoles, ça peut être aussi un bon pic, sauf que depuis le début du tour, on le voit pas. En forme. Ouais, voilà. Ouais. On le voit pas. Par contre, Louis Barré revient bien. Et si Louis Barré est dans l'échappée, il peut être redoutable. Il peut être redoutable. Alors après, honnêtement, il a quand même... c'est le premier attaquant dans le col du Tourmalet, mais il a quand même assez vite coincé. Donc, bon, ça a de quoi un peu le rassurer, mais je sais pas s'il a quand même totalement récupéré. Santi Buitrago, le mur est complètement taillé pour lui. Alors aujourd'hui, il était dans l'échappée, il s'est complètement relevé à la fin. Il finit 103e. Donc est-ce que le fait qu'il se soit complètement relevé, est-ce qu'on peut estimer qu'il va... Après, le problème de Santi, c'est à mon avis pour moi, plus pour prendre l'échappée. Pour prendre l'échappée, et puis même est-ce que tu le vois vainqueur? Donc est-ce que tu le vois s'extirper en solitaire, résister? Enfin, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Mais globalement, j'ai du mal peut-être avec tous les Bahreïn. Après, s'il y avait du grand Matej, voilà, faudrait qu'il soit en forme. Ouais, il l'est pas. Mais faudrait une grande condition pour Matej et ça n'a pas l'air. Axel Laurence pour les Ineos, ça fait partie de tes. Me chauffe pas. Bon, Axel, oui, c'est vrai qu'il faut qu'il soit intelligent, mesuré dans ses efforts, pas trop généreux. Mais c'est pareil, ça risque d'être dans le style de mecs qui se font un peu piéger. Chez les Red Bull Bora, t'en vois un. Moi, j'en vois sur cette étape-là, j'en vois aucun. Cataclysmique. Est-ce que Tonton, il essaierait pas? Ouais, mais il va être marqué, Tonton. Donc. Ah oui, non, il ne laissera pas du tout. Pour ceux qui nous écoutent pas le reste de l'année, Tonton, c'est Roglic. Voilà, je vous précise. Les Lidl Trek, tu vois, il y a des noms qui, tu vois, si on revient sur le théorème Nicolas Fritsch, je le sors, mais pourtant. Quinn Simons. Moi, Tom Skuns, s'il était bien, mais le problème, c'est qu'on l'a pas vu depuis le début du tour. Il est là pour un soutien de Jonathan Milan et il l'aide beaucoup. C'est lui qui ramène le peloton pour le sprint intermédiaire aujourd'hui. Donc non, ça fait partie des mecs qui sont en forme. Après, maintenant, je pense qu'il y a un auditeur qui risque fort de pousser derrière Tom Skuns, vu que le B a fait une petite erreur sur sa cote à l'opening. Ah, d'accord. Ok. Avec un petit zéro en trop, ça fait du 1250. Et ils l'ont laissé non, ça a été corrigé. Ah ouais. Va falloir quand même penser à payer Mathis. Ouais, non, mais oui, Betclic, voilà, on le dit pour ceux qui découvrent le podcast, un auditeur du coup tordu qui a bénéficié d'une erreur de code qu'Adam Groves à 4000, il a mis 10 balles, il a fini 10e sur l'étape de Châteauroux dimanche dernier. Épargnez-vous de la paperasse, un procès, des trucs, parce que vous allez perdre. Et puis en plus, voilà, ça vous fait, voilà, on le dit, si vous êtes nouveau parieur, nouveau joueur, voilà, on va commencer à dire, n'allez pas sur BetClick. On n'a pas envie de dire ça. Donc payez-le, c'est mieux. Ensuite, du côté de la Lidl, la Lidl, Thibaut Nice aussi, ça aurait été pas mal pour lui, mais Nice, c'est pas non plus. Ouais. Un plus gros tueur, ça aurait été Jasper Stuyven à voir, mais non, en vrai, le nom qui se démarque, c'est Quinn Simons. Il est dans une forme tonitruante et mine de rien, les Lidl Trek voudront être à l'avant et potentiellement aussi en surnombre pour contrer un peu Mathieu Van Der Poel, parce que Mathieu Van Der Poel, il se rapproche dangereusement de Jonathan Milan. Et imaginons qu'il aille prendre dans ce sprint intermédiaire qui est mine de rien en bosse, 20 points plus les 50 points à l'arrivée, il passe très clairement au classement du meilleur sprinter devant Jonathan Milan. Il récupère le maillot vert parce que même s'il n'a pas de points au sprint intermédiaire, allez, imaginons, et qu'il remporte l'étape avec 50 points, que Milan n'en inscrit aucun, Mathieu Van Der Poel revient à 11 points de Jonathan Milan. Donc il y a grand danger quand tu vois que
la suite du Tour qui est quand même relativement à l'avantage du Néerlandais. Moi, j'ai envie de te dire, c'est presque le moment de prendre Mathieu Van Der Poel en fait. Si t'as un bet bogey et que tu crois absolument pas en Jonathan Milan, prendre Mathieu Van Der Poel, c'est dommage de l'avoir loupé à 13, mais là c'est peut-être l'occasion parce que il risque d'inscrire des gros points dans des étapes où Jonathan Milan aura plus de difficultés. Valence, à voir si ça finit au sprint. J'ai des petits doutes. Peut-être que l'abandon de Remco Evenepoel chamboule un peu les plans de cette étape parce que à voir ce que voudra faire les Soudal Quick-Step s'ils veulent contrôler pour Tim Merlier. Là, ça va aider évidemment Jonathan Milan à aller inscrire des points sur cette étape, mais l'étape de Pontarlier, c'est pareil, c'est profil échappé. Mathieu Van Der Poel peut y aller. Et puis l'étape de Paris, elle est totalement à l'avantage de Mathieu Van Der Poel. Donc Jonathan Milan, pour moi, il est en grand danger. Ah oui, il y a 1,28 la cote, donc il y a Mathieu Van Der Poel qui est à 6. On peut avoir, d'ailleurs c'est un peu le calcul de Benoît, hein, il arrête pas de retourner le truc dans tous les sens, et il me dit que le maillot vert va se jouer sur les Champs-Élysées, mais on peut, et je pense aussi que ça a été un petit peu les calculs d'ASO au départ, et on peut avoir potentiellement 3 mecs qui vont se disputer le maillot vert sur l'étape des Champs-Élysées. C'est complètement possible. Je reviens un petit peu donc sur la start list. Alors les Groupama, clairement, on joue le Tour de France sur cette étape, hein, presque. Je vais mettre les Groupama et la Cofidis dans le même panier. Ouais, faut pas se louper. On s'est loupé de trop nombreuses fois. On a couru bien souvent à l'envers, alors que collectivement on paraissait relativement fort, tu vois. Mais on a un temps fort et en fait ce temps fort c'est un trou d'air dans chaque étape et c'est malheureux. Donc on joue à contre-temps du côté des Groupama et va falloir vraiment commencer à se mettre dans le tempo. Donc Romain Grégoire, hein, pareil, hein, sur le papier pour lui, voir Papache et voir Guillaume Martin, qui pourrait aussi essayer de nous faire un petit peu une Guillaume Martin, profiter d'une étape de transition pour se remettre au classement général. Ouais, c'est ça. Maintenant, le problème de Guillaume Martin, c'est que si on doit l'évoquer, on peut évoquer sa présence à l'avant. Moi, ça me dérange pas, et c'est ce qu'on discutait avec Titouan, qui voulait le mettre un peu dans les potentielles étoiles. Mais en fait, faut plus le mettre dans une mention de leader du classement général qui peuvent profiter de cette étape pour opérer un reclassement. Parce que Guillaume Martin, honnêtement, n'a absolument pas le profil pour aller s'imposer. Ah non, ouais, ça c'est oui. Ça va être compliqué. Du côté de la Cofidis, alors il se passe quoi avec Sir Alex Aramburu là? Il est complètement inexistant depuis le début du Tour. Alors que pourtant cette étape-là, fantomatique. C'est un profil mais qui est totalement taillé pour lui. Hein. Parce que lui, si on veut du talus, il est là, on le revoit pas. Ouais, c'est plus un profil pour Benjamin Thomas. Il y a ça aussi. Et Ben Tom est à domicile. Il est à domicile. Et Ben Tom est à domicile. Ouais. C'est sa région. Il est de Lavore, c'est pas très très loin de Toulouse, je crois. Ouais, non, il est dans son Occitanie. Ouais, c'est ses routes d'entraînement. La Movistar. On l'a vu. Ouais. Regarde, souviens-toi de Ben Tom, hein, l'étape de 2022. Hein, c'est lui qui est repris dans le final. Hein, il a fait un véritable show. Donc. Ah non, mais c'est un profil à la Ben Tom, ouais, complètement. Ouais. Ça, c'est le genre d'étape qu'il adore. Entièrement d'accord. La Tudor, Hirschi à la Philippe, on y croit ou pas? Parce que Hirschi, j'ai l'impression qu'il se réserve et je l'exclus pas complètement du jeu. C'est trop fantomatique pour espérer quoi que ce soit, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Bon, les Arkea, on va pas rester avec Kevin Vauquelin, on va quand même tenter un petit truc avec, je sais pas moi, Ewen Kostiou, avoir Ventu. Si jamais il y a un petit groupe, un petit top 10, Raoul Garcia Pernia qui fait un super Tour de France, qui va à la Movistar d'ailleurs la saison prochaine. Donc on peut bouger, je pense qu'on va bouger un petit peu du côté des Arkea. Du côté de la Jayco, là par contre, il y a du lourd. Pour cette étape, je trouve qu'il y a du lourd. Ouais. La question c'est Plapi. Pendant les commentaires, il disait qu'il était potentiellement malade. Alors est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une supputation parce qu'il traînait en fond de peloton? Mauro Schmitt en général, quand il vise rien, il est toujours en fond de peloton à attendre et puis tu le vois plus tard. Mais quand tu vois son étape de Toulouse, honnêtement, s'il est pas malade, c'est qu'il a un peu fait exprès de faire le chrono en patinette dans les derniers et qu'il avait très bien calculé le coût des délais. Sinon, tu parles de Mauro, pareil, hein, tu parles de Mauro Schmitt là, pas de Plapi. Hein. Ouais, non, de Mauro Schmitt. Parce que Plapi, lui voilà.
Ah ouais, mais c'est pour ça. On parle quand même de surreprésentation et de doublette. Mm. Donc c'est pareil, tu vois. Genre Mauro Schmidt, il y a ce point d'interrogation, mais ouais, Plapi, c'est pareil. C'est un genre de d'étape qui lui convient totalement. Et puis, enfin, c'est un peu à l'image de l'étape qu'il a remportée sur le Giro. Hein. Honnêtement, quand il se met à s'envoler, c'est fini. Ben O'Connor, il a un shot pour la mettre au fond. Il a que Ouais. il est 12e, il a 6 minutes de retard sur Jordan Jegat, donc je bois pas les Total Energy se mettre à rouler sur Ben O'Connor. Au pire, mettre un petit coup en fin d'étape pour essayer de se rapprocher. Mais Ben O'Connor, s'il est placé en bas du talus de 3 km, lui par contre, il est complètement capable de faire le raid en solitaire. Hein. Il sera redoutable. Hein. Ouais, et puis, enfin, c'est souvent un coureur qui s'impose sur un profil où tu l'attends pas. Il a pas peur d'aller de l'avant tous les jours. D'attaquer loin, ouais. Ouais, non, non, honnêtement, ça fait partie des profils de leaders qui peuvent opérer un replacement que je place en tête de liste. Honnêtement, j'ai même hésité à en faire un de mes pics. Ouais, bah moi je pense que ça va être un de mes pics. Du côté de la Décathlon, alors tout à l'heure il y a Sébastien Joly, le DS, donc qui expliquait qu'ils avaient un petit peu coché aussi cette étape. Mais alors sur le papier, APP non? Aurélien Paré-Pinte, Bastien Tronchon, je vois. Armirail, ouais, c'est la meilleure carte, Armirail. Armirail, après, il y a Scottson aussi hein, qui est pas mal. Hein. Pas mal. Ouais. Qui part en belle forme, c'est pareil, c'est un gazier maintenant. Enfin, je veux dans ce type de profil de gazier qui peut aller s'imposer, c'est vrai que Armirail et Scottson peuvent le faire. Tu leur laisses 5 mètres d'avance, c'est fini parce que ils vont pas compter leurs efforts, ils vont y aller jusqu'au bout. Maintenant, je me pose aussi la question de cette vista qu'il faut avoir. Et est-ce que c'est ces coureurs qui ont l'instinct en eux, tu vois, l'instinct de choisir le bon moment, l'instinct de ne pas se faire baiser et l'instinct de la mettre aux autres, tu vois, au lieu de se la prendre. Et là, j'ai plus l'impression qu'on est dans le deuxième cas. Les Astana, Champoupou, pareil, fantomatique sur ce tour. Ils sont tous fantomatiques. Ouais. Ils sont tous fantomatiques. Il y a que Higuita qui semble avoir un niveau plus que correct, mais là les autres, je sais pas, c'est compliqué. Là, Astana, on les attendait grandioses sur le Tour de France, ou au moins très à l'offensive et très en vue, et ils sont relativement assez invisibles. La pique-nique, est-ce que tu vois un profil alors du grand Wawa, ça aurait pu, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment là pour biberonner Oscar Only, mais je vois pas. J'ai du mal. Ouais, je vois. J'ai du mal. Vandenbroek, Frank Vandenbroek Qui sera à l'avant, c'est ça le truc. Ouais, oui, voilà. À la totale, moi je trouve que c'est un bon profil pour Mathieu Burgodeau. Ouais. Après, c'est pareil, le coup de la vista. C'est un bon profil pour Matteo Vercher aussi, hein, oui. Qui a pas peur d'aller devant. Il a tenté aujourd'hui, il est en condition. Même si je l'élude, tu vois, il a une pointe de vitesse en petit comité. En vrai, ils ont pas mal de cartes. Ils ont pas mal de cartes et il va falloir qu'ils misent dessus parce qu'ils ont un beau collectif pour aller chercher un résultat. Les Israël, Blackmore et Lutsenko, j'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu rincés sur. Enfin, Joe Blackmore découvre un grand tour aussi, donc faut pas vainqueur du Tour de l'Avenir l'année dernière. Énorme talent, Joe Blackmore, que j'ai trouvé mieux d'ailleurs l'année dernière que cette année, mais ça reste un gros talent. Mais du côté des Israël, je vois pas lequel en fait. Ouais, moi non plus, je vois pas lequel, mais je pense que les Israël et les Bismal is the Bike, voire même en fait la UAE vole pas mal. Je pense que avec Enzo, on mettra un dossier sur la table. Parce qu'il y a vraiment globalement sur le Tour de France de la part de 3 équipes qui ont quand même pas mal volé l'année dernière, au vu en plus des annonces médiatiques, une légère petite baisse de performance. Et je pense qu'on peut mettre le dossier monoxyde sur la table. Ah oui, bah en plus. Mais on en parlera plus longuement plus tard. C'est 3 équipes qui l'ont assumé en plus, donc. Et non, faussement assumé. Mais ils ont assumé. Oui. Bah oui, assumé à moitié, oui. Bizarrement, en termes de chiffres, on est quand même un peu moins élogieux que les années précédentes, tu vois, sur certains trucs. Hormis les Emiratis, mais les Emiratis, bon, voilà. Mais globalement, sur ces équipes-là, même un Tadej Pogacar, tu vois, il est insolent, mais il n'est pas non plus sur le pic qu'il avait l'année dernière.
je pense que c'est un dossier qu'on peut mettre sur la table plus tard. D'accord. On analysera tout ça tranquillement. Du côté des lotos, alors pareil, hein, ça pourrait être un profil pour Lennart Van Delvet, mais il s'est pris une chute en début de tour, c'était pas dingue. Et Arnaud Delis, un peu compliqué hein, pour Arnaud Delis. Ouais. Dans le profil Gazi, il y aurait Brett Van Moer, mais il a rien montré. Donc voilà. Ouais, c'est un peu oublié, quoi. Et on termine avec les Uno X. Alors Leknosun, pareil, ça serait un bon profil pour lui, mais on l'a pas trop vu depuis le début du tour. Voilà, il montre en fait son maillot, il le montre de champion national, il le montre assez souvent en début d'étape, mais après ça disparaît un peu plus. Mais par contre, celui qu'on voit, c'est Abramsen. Hein. Ouais, voilà. Alors j'allais te citer Magnus Cort qui a déjà gagné sur le Tour à Carcassonne, mais pareil, Magnus Cort, on le voit pas trop. Alors sauf s'il nous l'a fait à l'ancienne. Ne parle pas de cette victoire, s'il te plaît. Ah, toi, t'avais un pic ce jour-là et ça s'est mal passé. J'avais Izagir. De toute façon, ce Tour de France, les Izagir sur les étapes où ils les ont visés, à chaque fois, je les ai mis vainqueurs à chaque fois, 2 podiums et une victoire. Et oui, et ouais, donc il y avait eu la victoire de Magnus Cort, donc Cort on l'a pas vu, ouais, donc Abrahamsen, ouais, pour le doubler, ça reste, c'est quelque chose qui serait totalement cohérent. Non, c'est 3 podiums, pardon, et aucune victoire. Ouais, ça aurait pu être cohérent, mais ouais, j'y crois pas. Magnus, il a eu des propos la dernière fois, c'est pareil. Oui, je me sens mieux, je vais essayer, mais bon, après, il était réaliste. Hein, il disait, j'ai de nouveau des bonnes jambes, mais en interview, il concluait quand même avec cette phrase, mais pas suffisante pour gagner. Je pense que c'est assez éloquent. Thibaut, ça va être l'heure de se mouiller. Quel est ton pronostic ou tes pronostics, hein, victoire, top 3, top 10 pour cette 15e étape du Tour de France? Bon, au vu du drop évident et de mon interrogation de plus en plus prononcée sur Victor Campenaerts, évidemment que je vais te dire que je n'y vais plus. Moi, je vais aller sur le local. Hein. Ben Tom, il a essayé en 2022 et il finira par réussir en 2025. On l'espère et avoir notre première victoire française. Et après, va falloir quand même aussi rechoisir d'autres profils. Je vais pas trop non plus multiplier les pics. Je vais en prendre quelques-uns et j'ai bien envie de partir sur un. C'est tentant. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais sur Ewan Costiu? Parce que c'est pareil, ça se donne. Hein. Ouais. Depuis le début, ça peut être un très bon gazier. J'ai bien envie, mais là, ça va être la 100% française. Je vais réfléchir. En attendant, je vais mettre une option. Et je vais quand même partir sur mon autre idée parce que je trouve ça extrêmement bizarre qu'il ait lâché si tôt dans le Tourmalet. Et au vu de l'avance de son leader, du fait qu'on lui a laissé quand même aller faire des points du maillot à points en début de grand tour, on aura besoin de lui pour la 3e, mais on peut lui laisser ce petit os à ronger, on va dire, du côté de Poggi. J'ai bien envie de partir sur Tim Wellens, hein, parce que Tim Wellens, il est quand même assez proche de Poggi. Si Poggi peut lui donner une autorisation ou même essayer de le faire croquer, c'est peut-être sur cette étape. Donc je partirais bien sur un Tim Wellens. Ouais. Et puis bon, il a déjà été échappé sur l'étape d'Otakam. Alors après, j'ai aussi un argument pour Tim Wellens. Alors dans la stratégie qu'on a vue aujourd'hui des UAE, est-ce qu'ils nous ont pas joué un petit peu le rapprocher au Team Classification? Parce que là, clairement, sur cette étape-là, il y a aussi le classement par équipe qui va jouer. Si la Visma en met un ou deux devant, le Team Classification pour les UAE, c'est mort. En revanche, s'ils réussissent à faire un marquage individuel sur la Visma en mettant un Emirati à l'avant, et tu vois, ça reste, ils ont que 13 minutes de retard. Un Team Classification, c'est pas 13 minutes, c'est pas grand chose. Et voilà. Et encore une fois, sur ce qu'on a vu sur l'étape de Super Bagnères, globalement, ils se replacent. Avant l'étape, la cote elle était à 11. Désormais, la cote elle est à 6. Donc voilà, si ma théorie que Poggi ne veut rien laisser à la Visma, du côté des UAE, effectivement, on peut envoyer un mec à l'avant. De toute façon, on va avoir la réponse demain. Ce dimanche, est-ce qu'il vise ou non le Team Classification? Donc ça, c'est le truc. Alors, Tim Wellens, je pense que la cote, elle doit être monumentale. Mais Tim Wellens, la cote... Elle est à 100.
Elle est à 100. Ah ouais, non, elle est bien, mais elle est pas si monumentale que ça. Moi, mes deux pics, donc tu me disais que Mauro Schmidt apparemment est un peu malade, hein, c'est ça? Non, c'est ce que disaient les commentaires. Après, moi, j'ai vu aucune annonce comme quoi il était malade, donc ce serait à vérifier. Je vais peut-être envoyer 2-3 textos. Ah, moi, je pense qu'il est pas. Moi, je pense qu'il a fait sa deuxième place pour à moi, Toulouse. Et après, il était totalement en gestion, quoi. Il attend. Ah ouais, non, mais je pense aussi, là, il y a une étape qui est complètement taillée pour lui. Donc, je vais prendre 3 pics. Mauro Schmidt, vainqueur, podium. Je vais partir, ça va être une triplette Jayco, hein, quasiment. Je vais partir sur Plapi. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais partir sur ma triplette Jayco. Donc, Plapi, la victoire et le podium. Et je vais partir aussi sur Ben O'Connor, la victoire et le podium. Donc, à chaque fois, aller sur les mises, sur les mises, on est sur du 0,05% de bankroll. Voilà, on est entre 50 centimes et 1 euro sur les cotes vainqueurs. Voilà, donc Ben O'Connor, ça sera 60-70 centimes. Pareil pour Mauro Schmidt. Et puis après, pour Plapi, on sera plutôt aux alentours de 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros. Donc ça sera pour les cotes victoire. Et pour les cotes podium que j'ai pas encore, mais que je vous mettrai demain sur X sur Twitter, on sera globalement aux alentours de 0,05% de bankroll. Donc à peu près 5 euros sur une bankroll à 10 000 euros, voilà, ça sera à peu près ça, peut-être 6 ou 7 pour Plapi. Je pense que Plapi va peut-être arriver sur une cote podium aux alentours de 8-9, c'est possible. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu plus sur Plapi, mais les deux autres, ça sera 0,05% de bankroll. Donc voilà, donc globalement, ça fera une mise globale sur l'étape, maximum de 0,20% de bankroll, répartie sur les trois, donc 20 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 10 euros sur une bankroll à 5 000 euros, répartie sur les victoires et les top 3 de Plapi, de Mauro Schmidt et de Ben O'Connor. Voilà, ça sera la triplette Jayco de mon côté. Voilà, Thibaut. Ok, donc. Alors, ta réflexion? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est des fois les books pour le moment ils ont pas sorti les cotes, mais il y a des cotes nation du vainqueur et équipe du vainqueur. Donc en regardant la cote des trois, je conseillerais quand même aussi de regarder potentiellement l'éventuelle cote vainqueur d'étape équipe Jayco. Ah ouais, c'est vrai que un Jayco remporte l'étape. Alors après, ouais, ça me retire aussi les top 3. Donc, Ah non, mais après, ça je dis ça comme ça à observer, parce que ça sera sans doute et peut-être pas ouvert demain. Donc c'est vrai. Voilà, si c'est pas ouvert et pas disponible. Totalement, Thibaut. Bon, écoute, je pense qu'on s'est fait un bon petit tour sur cet épisode. Ouais, carrément. Bah ouais, on a fait c'est un épisode où c'est analysant c'est plaisant, pardon, pas analysant. C'est plaisant à analyser parce que c'est ouvert à mort, quoi. Ah ouais, là au matin de cette étape, là ce dimanche matin, je pense qu'il doit y avoir à peu près 100 mecs, 120 mecs qui doivent se dire pourquoi pas moi, hein. Franchement, hein. Je vois pas, sachant qu'en plus, des fois, on a des années où les équipes, où il y a un leader, un mec qui est deuxième, troisième, des fois jusqu'au top 4 ou 5 au classement général, on bride les équipiers et il y en a pas un qui bouge. Mais là, on voit déjà l'équipe qui est deuxième au classement général, la Visma, ils vont vouloir mettre des mecs devant. Les UAE, c'est pas interdit non plus, hein. Je veux dire, sur le Giro, même quand Del Toro était en tête et que Ayuso était encore dans le jeu, on avait le petit Arieta qui partait dans les attaques. Donc, ils sont pas non plus, les UAE sont pas non plus totalement sclérosés. Donc, je dirais peut-être que la seule équipe qui, sur le papier, pourrait être peut-être un peu verrouillée, c'est la Bora. Mais en vrai, sur ce profil-là, puis encore non, même parce que Vlasov prend des attaques. Je pense que juste Vlasov, il est rincé. Donc en fait, il y a aucune. C'est habituellement sur ce genre d'étape, on retire les équipes du classement général, mais même là, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas les retirer. On n'a pas parlé de la Movistar. J'allais l'évoquer, mais il y a aussi des petits noms quand même, hein, à la Movistar. Nelson Oliveira, Mühlberger. Tu vois, il y a quand même des. Will Barta. Il y a des bons petits noms. C'est vrai. Plus pour des top 10, Castrillo qui me déçoit un peu quand même. On le voit un peu à l'avant, hein, mais je trouve quand même que sur l'étape d'aujourd'hui, par contre, il a pété particulièrement vite. Et s'il y avait un super combatif là, à mettre là, après 2 semaines de tour, là, c'est pour qui pour toi, pour l'instant, le super combatif du Tour de France? Cette deuxième semaine, elle va être marquée par qui quand même? Moi, si ça s'arrêtait là, pour l'instant, je dirais Ben Illy. Après, Van Der Poel a fait un joli show quand même la semaine dernière. Ouais, il a été combatif de la semaine, de la première semaine. Hein. Ben Illy ou Van Der Poel? Ouais, Van Der Poel. Alors ouais, le combatif. Après, il y en a quand même pas mal, hein, qui se projettent à l'avant. Hein.
C'est vrai que Benili, ouais. C'est un beau bâton, quoi. Ouais. Ouais, Benili, ouais. 1. Ok. Et bah Thibaut, je vais rappeler qu'il y a ta preview à aller mater sur le site Vélo Futé. On te retrouve sur X, sur Twitter. Les previews d'Enzo sur son site Analyste Phoenix. Sur son site The Big Gear et son Twitter Analyste Phoenix. On est présent également, le coup tordu, sur Facebook, Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Le TikTok d'ailleurs qui est en train d'exploser en ce Tour de France. Donc Facebook, Instagram, on est partout. Donc voilà, si vous avez envie de venir discuter, si vous avez des petites réflexions. Il y a le YouTube également qui est en train de monter. Le YouTube, il n'y a pas encore nos tronches dessus, mais il y a les émissions dessus. Et l'avantage de YouTube, c'est quand je balance l'émission, elle arrive quasiment en instantané sur YouTube. Et des fois sur Apple Podcast, ça met 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Alors c'est pas très très long non plus, mais vraiment vous avez, quand je balance les épisodes sur les réseaux sociaux, je dis ça y est, c'est prêt. Vous allez peut-être aller sur Apple Podcast ou Spotify, vous allez vous dire merde, ou sur Deezer, merde, il n'y a rien du tout. Il faut attendre quelques minutes et par contre vous allez avoir l'épisode quasiment instantanément sur YouTube. Donc voilà, ça vous permet d'avoir peut-être quelques minutes d'avance sur les autres si vous avez envie de l'avoir directement tout de suite. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner au YouTube du Coup Tordu. Merci beaucoup Thibaut. Bonne journée de repos par avance parce que lundi ça sera la deuxième journée de repos. Et puis on se... pas pour moi. C'est enfin la fin des vacances pour ma part. Ah, tu rebosses, d'accord. Je rebosse, donc la dernière semaine va être, je dois le dire, éreintante. Bon. Éreintante parce qu'il y a faut bosser le matin, faut regarder les étapes et rédiger les previews l'après-midi et un peu le soir. Ça va être fatigant. Mais je serai à Paris pour la dernière étape. Bon, et écoute, si t'es dans le coin, n'hésite pas à revenir faire un petit tour pour les previews, voilà, quand l'emploi du temps sera un petit peu libéré. Pas de souci. Bon, merci Thibaut et merci à tous. À très vite. Ciao les amis. Ciao. Yes, et donc on arrêtait l'épisode et donc Thibaut a fait ses recherches, il est parti fouiller et donc juste pour vous prévenir que Mauro Schmid est malade, donc serait malade, voilà, selon plusieurs médias. Donc ne le posez pas, voilà, il sera pas proposé en bête, voilà, je vous l'ai proposé. Donc voilà, on retire Mauro Schmid des bêtes que je vous ai proposées. Voilà, on a un petit peu fouillé après le podcast et donc je fais ce petit raccord pour vous donner l'information. Voilà, merci les amis, ciao.